la présentation de Dr Afendi qui parle du TDAH. Et moi, je vais parler de la réhabilitation psychosociale et son rôle dans la prise en charge du TDAH. Alors, rassurez-vous, je ne vais pas remâcher ce qui a été dit. Donc, la réhabilitation psychosociale a été très bien expliquée par ma collègue Safet. Et quand même, je tiens à vous dire que je suis très ravie et très contente de pouvoir vous parler de cette discipline qui m'est très chère et qui m'a tellement inspirée au point que j'ai lancé mon propre centre de réhabilitation psychosociale. Comme l'a dit Safet, le cadre législatif n'était pas très cohérent, donc après une année de va-et-vient entre les ministères, j'ai réussi à avoir une approbation de la part du ministère des Affaires sociaux, et finalement, malgré tout ce qui a été expliqué pendant une année, on a quand même réussi à ne pas me comprendre. Et la patente qui a été donnée, finalement, c'est une patente de centre spécialisé, mais c'est pas important. L'essentiel, c'est qu'on commence et qu'on plante cette graine de la réhabilitation psychosociale en attendant que le mindset bureaucratique de la Tunisie évolue un peu. Donc, je vais quand même m'arrêter sur quelques slides de la réhabilitation psychosociale, parce que notre étude a été basée sur des notions qui sont très importantes, qui n'ont pas été dites, donc je vais m'attarder un peu sur ça pour comprendre le paradigme qui a été conçu spécialement pour cette étude. Donc, la réhabilitation psychosociale, c'est une panoplie d'outils qui nous permet d'agir sur un spectre large du patient. Donc, on est capable d'agir sur ses fonctions cognitives, mais pas que. L'idéal et le but ultime de la réhabilitation psychosociale, c'est de pouvoir imaginer un projet de vie et pouvoir permettre à ces gens qui ont été stigmatisés par le trouble mental de se réintégrer dans la vie et éprouver quand même un sentiment de satisfaction personnelle et un sentiment de bien-être après avoir déployé les thérapies qui sont nécessaires pour leur dysfonction. Non, ça non. Ok. Donc, ça a été dit, la réhabilitation, c'est le but, c'est de permettre un rétablissement sur un rétablissement personnel, un rétablissement clinique, un rétablissement fonctionnel et un rétablissement social. Je vais quand même parler un peu des conditions de mise en place et surtout de la dose minimale suffisante, la dose médicamenteuse minimale suffisante, parce que avant d'intervenir, avant de mettre en place un plan de rééducation cognitive, il faut s'assurer qu'on est en train d'intervenir vraiment sur les processus cognitifs et non pas sur les effets iatrogènes des médicaments. Nous savons tous qu'il y a un effet anticholinergique et gabagique sur la mémoire et l'attention pour certains psychotropes. Donc, il faut vraiment que le malade soit stabilisé avec une dose minimale pour pouvoir mettre en place un projet de rééducation et de pouvoir par la suite dire que l'effet vraiment est conséquent à la méthode utilisée. Alors, la réhabilitation psychosociale, comme je viens de le dire, c'est une panoplie. Moi, je vais vous parler plutôt aujourd'hui de la remédiation cognitive. Safet a très bien parlé de la CRT, MIR, mais il y a d'autres logiciels qui nous permettent d'avancer. Il y a le Happy Neural Pro, il y a Cogmed, il y a beaucoup en fait. Je ne vais pas vous parler des autres thérapies qui sont déployées. Alors, il faut quand même qu'on dise que c'est une approche scientifiquement validée, puisqu'elle est basée sur la neuropsychologie, et qu'un projet de remédiation ne peut pas
démarrer sans qu'il y ait une évaluation neuropsychologique approfondie. Et sans qu'il y ait après aussi, en fin de la thérapie, une autre évaluation pour pouvoir estimer l'amélioration ou pas du patient. Ce qui est mis en gras est très important. Parce qu'en fait, quand on parle d'une remédiation ou d'un entraînement cérébral, il y a ce grand débat. C'est une amélioration ou c'est une compensation? Il s'agit des deux en fait, et notre étude va vous confirmer ceci. Mais l'idéal, quand on est intelligent, il faut travailler les deux. Il faut travailler la rééducation massive de la fonction, c'est l'équivalent de la musculation cérébrale, mais aussi il faut travailler les stratégies de compensation, parce que parfois on n'a pas le choix. Face à une détérioration grave des fonctions cognitives, on n'a pas vraiment le choix, on ne peut pas parler de réparation du cerveau, mais tout ce qu'on peut faire, c'est mettre en place des stratégies de compensation. Ce qui est important aussi, c'est de parler, comme je viens de vous dire, la restauration. Pourquoi certains parlent de restauration? Parce que la répétition d'exercices intensifs permet d'améliorer les fonctions cognitives. L'approche compensatoire, même si la fonction n'évolue pas, on va mettre en place une stratégie pour que la personne arrive quand même à atteindre un fonctionnement adaptatif et suffisant au niveau du quotidien. Les principes. Je vais surtout vous parler du dernier principe qui est le transfert ou la généralisation des acquis au quotidien. Faire une évolution au niveau du cabinet devant les tests neuropsychologiques ne veut pas dire forcément que sur le plan fonctionnel, le patient il va évoluer. Donc l'idéal, c'est de relier toujours les exercices neuropsychologiques à la vie quotidienne. Je donne un exemple à propos de ça. Si on va travailler la planification avec la tour de l'antre, il est très important de relier, par exemple, avec la liste que je dois faire avant d'aller faire les courses. Donc, il faut partir de la tour de l'antre pour finalement imaginer avec le patient qui se plaint de problèmes de planification, imaginer tout un plan, comment il va faire ses courses. Il va commencer, par quoi il va commencer, quand est-ce qu'il va planifier ça, qu'est-ce qu'il va acheter avant de partir. Il doit regarder son placard, il doit regarder son réfrigérateur. Donc partir d'un détail qui est quel disque déplacer en premier pour pouvoir accomplir la configuration d'arrivée, pour dire voilà, avant de partir, il faut quand même faire le tri dans la cuisine, préparer la liste, commencer par le marché, après on va chercher la viande pour que la viande ne reste pas trop au soleil. Donc si le patient ne fait pas ce lien, même s'il évolue de point de vue clinique, il ne va pas apprécier cette thérapie puisqu'il ne va pas voir les bénéfices de cette thérapie sur sa vie quotidienne. La séance type, comme l'a dit Safia a très bien présenté la remédiation cognitive, c'est entre 45 et 65 secondes. Et moi, je vais insister sur le dernier point, alternance entre des exercices cognitifs ciblés et des phases de dialogue métacognitif. Alors, ou ce qu'on appelle le débriefing métacognitif. C'est quoi la métacognition? C'est cette capacité de pouvoir juger ses performances. Alors, pouvoir estimer que j'ai un problème de concentration ne veut pas dire que je vais pouvoir le dépasser. Donc, il y a deux composantes dans le débriefing métacognitif. Pouvoir dire que vraiment j'ai un problème de concentration, mais après, il faut savoir qu'est-ce que je peux faire pour résoudre ce problème. Et là, ce n'est pas donné à tout le monde. Et c'est là que l'expertise de professionnels
doit faire ses preuves. C'est au thérapeute d'observer et de questionner le patient pour savoir, dans son trouble de mémoire, quel est où est la défaillance. Est-ce qu'il s'agit d'un problème d'encodage, d'enregistrement ou de récupération de l'information? Ça, le patient, il ne peut pas le savoir. Mais nous, les professionnels de santé mentale, c'est notre rôle. Il faut savoir qu'est-ce qui ne marche pas, quand est-ce que ça ne marche pas, où ça ne marche pas, pour pouvoir y remédier. Et vraiment, c'est un levier de progression extraordinaire. Vous allez voir après, avec notre étude, que le débriefing métacognitif, il a changé, il a permis une amélioration des performances des sujets. Le débat, je ne vais pas m'attarder trop, il n'y a pas trop de temps. Une rééducation mécanique ou une optimisation du fonctionnement cognitif global. Alors, les méta-analyses disent ou plaident plutôt pour une évolution globale du profil cognitif. Il y a des travaux même qui sont en faveur d'une plasticité cérébrale confirmée par l'imagerie cérébrale, et tant mieux. Ça, c'est vraiment, ça nous donne un espoir tant qu'il y a de la plasticité cérébrale. On peut toujours travailler. Et la bonne nouvelle, c'est que pendant longtemps, ça a été admis que la plasticité cérébrale, c'est durant l'enfance et durant l'adolescence. Mais il y a des travaux qui ont confirmé qu'il n'y a pas d'âge pour la plasticité cérébrale et qu'il n'y a pas de moments qui ne sont pas sensibles à l'entraînement cérébral. Alors, le TDAH, 5 et 7%, et ça peut donc persister à l'âge adulte. Du coup, c'est un enjeu de santé et il faut qu'il y ait vraiment une prise en charge pluridisciplinaire. Et la remédiation cognitive s'impose comme une thérapie pour les personnes qui n'ont pas, qui refusent une prise en charge médicamenteuse, ou il y a même des enfants qui ne sont pas, les molécules n'ont pas été, leur corps n'a pas pu supporter les molécules. Du coup, il leur faut une psychothérapie pour pouvoir remédier à tout ça. Donc la triade classique, vous la connaissez tous, inattention, hyperactivité, impulsivité. Ce qu'on peut travailler surtout, et ce qu'on privilège surtout pour travailler dans le TDAH, c'est la cognition froide. C'est compréhensible puisque tout le monde, et surtout pour les enfants et les adolescents, on se plaint surtout de cette difficulté à être attentif à l'école, cette difficulté à pouvoir rester tranquille, cette difficulté à avoir de bonnes moyennes à l'école. Du coup, on est plutôt axé à travailler la mémoire de travail, la flexibilité, la planification, mais la remédiation ne travaille pas que ça. Elle travaille aussi la régulation émotionnelle, motivationnelle et attentionnelle. Ce qui est mis en gras, c'est ce que nous avons, nous, travaillé durant cette étude. L'objectif de l'étude est d'évaluer l'effet d'un entraînement cérébral via un outil informatisé qui est le Happy Neuron Pro. Donc, nous avons travaillé la mémoire de travail, l'attention sélective et l'analyse visuelle, la flexibilité mentale et la planification. Pour pouvoir dire qu'il y a une amélioration ou pas, nous avons retenu 3 indices. Alors, c'est le temps de réalisation de l'exercice, le taux d'exactitude et l'amélioration de la performance en fonction de l'intensité de nombre de jeux qui ont été déployés. L'étude a été réalisée sur un groupe de 10 enfants TDAH de 7 à 13 ans via l'outil Presco. La durée, on a consacré 7 séances à la mémoire de travail, 5 séances à la flexibilité avec l'attention focalisée, l'analyse visuelle et 7 séances à la planification. L'étude a duré 4 mois. Comme je viens de vous dire, les mesures amélioration des scores en fonction de l'intensité de l'entraînement, temps de réalisation et temps d'exactitude. Nous avons exclu les enfants qui ont fait le programme CRT avec SAFET ou avec d'autres collègues.
Et nous avons aussi exclu les enfants qui ont une comorbidité avec les troubles d'apprentissage. Et c'était un groupe plus ou moins homogène avec TDAH sévère à prédominance attention. Et l'évaluation neuropsychologique confirmait un déficit attentionnel, mnésique et exécutif. Donc là, c'est l'âge moyen du groupe. Comme je vous l'ai dit, c'est entre 7 et 13 ans. Et voilà notre outil, le Happy Neuron Pro. Ça, c'est l'interface. En fait, c'est une plateforme en ligne qui vous propose 41 exercices d'entraînement cognitif et qui travaille les 5 fonctions cognitives, les grandes fonctions cognitives qui sont l'attention, la mémoire, le langage, les fonctions exécutives et les capacités visuelles-spatiales. Il y a une particularité très intéressante pour ce logiciel, c'est qu'il vous permet de régler ou d'adapter le niveau de la complexité du jeu et donc du plus facile au plus difficile. Sinon, vous pouvez ajuster selon d'autres paramètres qui peuvent être spéciaux à chacun. Les plus motivés vont choisir de travailler, par exemple, cibles multiples. Le nombre de poissons, ils vont essayer de travailler avec un maximum. Il y a d'autres qui veulent aller à leur rythme, donc ils choisissent des cibles uniques, très lents au départ, après ils évoluent. Donc ça, c'est très intéressant à partir du moment où ça s'adapte au patient et donc ça n'impacte pas sa motivation. Parce que quand même, le principe fondamental, c'est qu'il faut travailler avec des gens motivés et il faut aller petit à petit dans la complexité des tâches pour ne pas impacter cette motivation. Ça, c'est un exemple de tâche qui travaille à la vitesse de traitement. Donc, il y a la coccinelle qui apparaît et il faut saisir rapidement parce qu'elle va disparaître. C'est une tâche qu'on n'a pas testée. Mais l'autre particularité, c'est que la plateforme vous fournit des mesures toutes prêtes. Donc, vous avez le taux d'exactitude, vous avez le temps de réalisation. Et ça, c'est un luxe pour les praticiens. Ça nous aide beaucoup. Les tâches qu'on a utilisées pour cette étude, pour la mémoire de travail, on a choisi attention, concentrez-vous, pour la flexibilité et l'alternance, pour l'attention sélective et l'analyse visuelle, on a choisi 2 exercices, chercher l'intrus et figure enchevêtrée, vous allez comprendre après pourquoi. Et pour la planification, on a travaillé avec la tour de l'antre. Ça, c'est ce que vous propose, c'est l'exercice pour la mémoire de travail. Il y a les chiffres qui vont apparaître dans le petit écran à raison de 1 chiffre par seconde. Et après, vous allez noter votre réponse. Une fois que vous allez valider, il va vous afficher la réponse correcte. On peut aller jusqu'à 9. Donc, si vous avez un rapport de chiffre de 9, ça vous permet de travailler. Alors, cette courbe, en fait, elle est peut-être un peu compliquée, mais on a essayé de résumer le paradigme sur cette courbe. On a dit qu'on a consacré 7 séances pour la mémoire de travail. Les 3 premières séances, on a travaillé un rapport direct sans stratégie. Les sujets sont amenés à faire des exercices de façon répétitive, sans stratégie, sans débriefing cognitif. Et vous voyez qu'il y a une petite amélioration à partir de la 2e séance et c'est dû à l'exercice intensif. Donc là, c'est la notion de réparation. Je vous ai dit amélioration tout à l'heure ou compensation. Donc là, ça confirme une sorte de réparation. Donc la fonction s'améliore en fonction de l'exercice. Pour la 4e séance, on a changé les règles et on a demandé une restitution de l'enfant inversé. Je vais vous dire pourquoi. Parce que avant d'introduire une phase de débriefing cognitif, on a quand même voulu obliger les patients à motiver toute leur attention et à s'investir et à investir d'autres fonctions cognitives, puisque vous savez, l'enfant indirect, c'est plus difficile parce que ça sollicite des fonctions exécutives.
Donc, la quatrième séance, on a demandé une restitution de l'emploi inversé. On a constaté une chute, donc ce qui est cohérent avec la littérature. Après, à partir de la cinquième séance, on a introduit la notion du débriefing. On a demandé aux sujets de verbaliser leur stratégie. Comment tu fais pour restituer ces chiffres? Jusqu'à quel point ça a été efficace? Qu'est-ce que tu aurais pu changer? Qu'est-ce que tu aurais pu faire? Après, on a imposé deux stratégies. Pour l'homogénéité du travail, on a imposé deux stratégies. Une est pour répondre aux différents styles cognitifs. On a imposé une première stratégie qui est une stratégie verbale qui fait appel à la boucle phonologique. Donc, il répète à haute voix les chiffres qui ont défilé. Et une autre, par la suite, une stratégie visuelle-spatiale où le sujet doit imaginer un tableau sur lequel il va écrire les chiffres qui ont apparu, il va les écrire dans l'ordre, après il va les inverser. Et on a testé par la suite. À la sixième séance, on observe une amélioration, même pour l'emploi inversé, il y a une amélioration. Et à la sixième et la septième séance, on a repris l'emploi direct avec les stratégies qu'on a apprises pour l'emploi indirect. Et là, on voit une amélioration au niveau du l'emploi, mais pas que. Même le nombre de séries réalisées a augmenté. Donc, puisqu'ils ont pris la main sur les exercices, ils ont des stratégies, ils passent moins de temps pour restituer les informations. Et donc, ils arrivent à effectuer plus de séries pour cet exercice. Pour la stratégie, l'outil ne vous impose pas de temps pour cet exercice, mais pour éviter, pour être sûr qu'on interroge vraiment la mémoire de travail, on a imposé un temps de restitution qui ne dépasse pas les 30 secondes. Là, c'est une courbe un peu compliquée parce que j'ai choisi de mettre le groupe qui est en pointillé rouge et là, vous constatez une amélioration, mais j'ai mis aussi tout le groupe pour vous dire que tout le monde n'évolue pas de la même façon et que même pour un patient, le patient 6, il n'a pas évolué du tout. Il a gardé le même empan même après l'entraînement. Je vais essayer de... Ça redit la même chose, mais c'est pour le groupe. Donc, je vais essayer de faire vite pour vous montrer les autres exercices. Le test de Wilcoxon a montré un effet positif de l'entraînement sur la mémoire de travail. Ça, c'est l'exercice de la flexibilité mentale. Donc, il y a un point de départ, il y a un point d'arrivée. Il faut classer les mots selon l'ordre alphabétique. Et parfois, il y a deux mots qui peuvent commencer par A, donc il faut chercher la deuxième lettre pour pouvoir classer correctement. Alors, il y a vous voyez sur le temps de réalisation, il y a une baisse qui prouve qu'ils ont évolué avec l'intensité de l'exercice, mais il y a aussi une amélioration de l'exactitude. Pour l'attention focalisée et la perception visuelle, on a travaillé avec les figures enchevêtrées. Donc là, il y a 3 figures. Il faut chercher par la suite dans les 6 figures quelles sont les 3 figures qui sont entremêlées. Et donc, vous voyez, à la deuxième séance, on a constaté, contrairement à la courbe normale, il y a quand même une évolution au niveau du temps de réalisation. En fait, c'est parce que nous avons au départ imposé aux enfants de répondre le plus rapidement possible. Par la suite, on a demandé aux enfants de faire l'équilibre entre exactitude et temps de réalisation. Donc, à la deuxième séance, ils ont consacré plus de temps pour avoir plus de certitude. Et là, on a travaillé implicitement l'inhibition.
Donc là, il y a une première planche où on vous montre une figure à chercher dans la liste. Et donc pour le temps de réalisation, comme pour les autres, il a chuté, sauf que pour cet exercice, franchement, on se demande, est-ce que c'est vraiment une amélioration de la perception visuelle ou c'est juste un effet d'apprentissage? Pour la planification, nous avons eu recours à la tâche tour de l'angle, donc vous savez tous ce que c'est, de Hanoï. Alors, il y a là, la courbe commence par un temps qui est vraiment conséquent, 2 minutes 47. Et par la suite, il y a une phase où il y a une baisse, mais à la quatrième séance, où on a réintroduit la notion de débriefing métacognitif, on a expliqué aux enfants que c'est le temps de latence qui leur coûte très cher, puisqu'ils essayent de répondre très vite. Donc le fait de bouger rapidement, de faire le premier mouvement erroné, ça va vous coûter cher de point de vue nombre de mouvements et du coup, temps de réalisation. Donc, l'augmentation progressive de l'emploi de chiffres suggère un effet positif de l'entraînement, du même pour la flexibilité, l'attention focalisée et les capacités visuelles-spatiales. Donc, l'amélioration des indices temps de réalisation et de l'exactitude pour la tour de l'an témoigne d'une meilleure planification et d'une optimisation des stratégies de résolution. Le débriefing. C'est un moment qui m'est très cher en clinique parce que à partir du moment où on fait un bon débriefing, les performances décollent carrément. Il y a une baisse drastique du temps au niveau de la réalisation des tâches, mais il y a aussi l'appropriation de ces stratégies. Et là, il y a ceux qui s'approprient des stratégies qui évoluent, il y a d'autres qui essayent de trouver d'autres stratégies, il y a d'autres qui restent stables, qui restent comme ça et ils répondent toujours de façon mécanique sans stratégie. Les limites, je sais qu'il y a une armada de neuropsychologues, donc les limites et les critiques seront les bienvenues. C'est un petit échantillon, mais... D'accord. Ok, je termine. Voilà, merci pour votre attention. Merci. Donc c'est très intéressant, mais malheureusement on n'a pas beaucoup de temps. Ça peut faire l'objet d'ateliers ou bien de formation pour un petit peu bien expliquer les choses. Et sinon, ici on est juste pour expliquer les principes et l'effet de ces approches sur les troubles neurodeveloppementaux. On va passer rapidement à la dernière publication.